Il est donc temps d'aborder les questions de mobilité au Transition Forum. C'est moi qui ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde. Je n'ai qu'un chiffre à vous donner, 25% des émissions de CO2 dans le monde proviennent des transports. Et pourtant, jamais les besoins de mobilité n'ont été aussi forts. Nous allons aujourd'hui réfléchir justement aux solutions pour décarboner nos mobilités du quotidien dans cette dynamique. Et pour en parler avec nous, alors nous avons Madame Carole Desno, bonjour. Vous êtes directrice technologie et innovation à la SNCF. Monsieur Gilles Manuel, vous êtes président de Fluidis. Vous allez nous expliquer tout à l'heure quel est l'objet de votre entreprise. Monsieur Lemaire, vous êtes président de Safra. Bonjour. Ah, pardon. Pas de souci. Vous êtes monsieur Alain Chrétien, pardon. Vous construisez des bus à hydrogène. On en parlera. Oui. Monsieur Voc, Alexis Voc, directeur général de la branche marketing et services du groupe Total Énergie. Et monsieur Chrétien, Alain Chrétien, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Vesoul et président de la communauté d'agglomération de Vesoul. Et bien justement, c'est avec vous que je voulais commencer. L'agglomération de Vesoul, c'est aujourd'hui 30 000 habitants. Pouvez-vous nous dresser une première photographie peut-être des contraintes de mobilité pour une ville de cette taille-là ? Bonjour à tous. Alors moi je voudrais déjà un peu répondre, il est parti, mais sur les circuits courts de Rob Hawkins. Le courage, parce qu'il y a quelqu'un qui disait les élus sont plus là aussi, il y a encore des élus, voilà, des élus locaux qui sont aussi courageux et sincères, parce qu'il faut aussi arrêter de dire que les élus locaux sont pas sincères et pas courageux. Non, on est au milieu des citoyens. Voilà. Et je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et Monsieur Rob Hopkins, oui, je suis d'accord qu'on fasse des circuits courts en fruits et légumes, mais il faut accepter de dire que les gens ne mangeront plus de kiwis ni d'ananas à Vesoul, parce que moi je ne sais pas faire pousser des kiwis et des ananas à Vesoul. Donc le courage, c'est aussi de dire ça. C'est que le circuit court, on ne mangera plus tout ce qu'on veut manger, on ne mangera plus de fraises en hiver, on ne mangera plus de framboises en hiver, et il faut le faire comprendre aux gens. Et si les gens veulent manger des kiwis, il faudra leur interdire de manger des kiwis, parce que ça ne sera pas dans le circuit court. C'est ça aussi le courage. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? C'est la vraie question. Le deuxième sujet sur les mobilités durables. Celui sur les mobilités. Alors sur les mobilités durables, nous on a un petit réseau, 30 000 habitants, c'est la préfecture de la Haute-Saône, en Franche-Comté, dans l'est de la France. Un petit réseau qui est géré par un prestataire privé, 1 million de voyageurs par an. Et là, je vais vous dire aussi que c'est compliqué. C'est que moi, je souhaite que mon réseau soit désormais en biogaz produit en circuit court, parce que j'ai des méthaniseurs dans mon territoire rural agricole. Méthaniseurs, c'est-à-dire qu'on produit du méthane qui rentre dans les réservoirs des machines et qui font tourner les moteurs. Sauf que quand je dis ça, eh bien, j'ai les mêmes qui veulent décarboner les transports qui me disent « Ah non, les méthaniseurs, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est alimenté par les déjections des animaux, des vaches. Et on sait très bien que les vaches, ça pollue. Donc il ne faut plus de vaches, il ne faut plus manger de viande. » J'ai aussi ce message-là qu'on me dit. Et donc les méthaniseurs, c'est mal, parce que les méthaniseurs, ça vient de la production animale, et la production animale, c'est mal, manger de la viande, c'est mal, donc vous allez dans une impasse. Alors, si je peux me permettre, revenir sur les problématiques de mobilité... Oui, mais on est en plein dedans, parce que moi je veux que mes bus roulent en biogaz. Donc comment je fais ? Je ne vais pas aller produire du gaz en Norvège pour l'importer dans ma commune. Donc je vais produire du gaz chez moi, qui sera utilisé par mon propre réseau. Donc je n'ai que des méthaniseurs pour faire ça. Donc d'un côté, j'ai ceux qui me disent, non, les méthaniseurs, c'est une impasse, parce que ça utilise une matière première qui, elle, pollue. De l'autre côté, j'ai des gens qui me disent, les méthaniseurs, c'est mal aussi, parce qu'en fait, on se met, et c'est là l'absurdité, à produire des céréales qui ne sont plus voués à alimenter les gens, mais à alimenter eux-mêmes les méthaniseurs. Et donc toute la filière agricole aujourd'hui, elle passe son temps à dire je produis des céréales plus pour nourrir la population, mais pour produire du méthane qui va alimenter mes propres méthaniseurs. Donc j'ai aujourd'hui une polémique. Au départ, je voulais bien faire en disant je souhaiterais que mes bus roulent au biogaz, circuit court, je n'utilise pas d'hydrocarbures et je n'alimente pas le CO2. Et bien aujourd'hui, j'ai des polémiques d'un côté ou de l'autre parce qu'on me dit que les méthaniseurs ne sont pas la bonne solution. Alors, je fais quoi ? Donc là aussi, je suis désolé, mais à un moment donné, la vie, elle est compliquée parfois, et quand on veut bien faire, on s'oppose toujours à ceux qui disent que c'est trop ou ceux qui disent que c'est pas assez. Donc la vie, elle est compliquée dans la transition écologique. Il y a les grands principes, il y a les grandes phrases, et puis il y a la réalité auquel nous, les élus, on est confrontés. Parce que le réseau de Vesoul, c'est un tout petit réseau par rapport... On est à Nice aujourd'hui, c'est des millions et des millions de voyageurs. Moi, c'est un tout petit réseau. Mais si à mon échelle, je peux économiser quelques milliers de tonnes de CO2, je le ferai
bien volontiers, parce que comme chacun d'entre vous, comme un citoyen comme un autre, j'ai envie de contribuer à la lutte contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. Voilà. Très bien, merci. Merci pour cette entrée en matière musclée. Madame Desnaux, justement, vous représentez une société qui a totalement décarboné justement la mobilité de masse, la SNCF, le ferroviaire. Sauf que vous avez un problème qui va peut-être rejoindre le propos de M. Chrétien, c'est le dernier kilomètre. Oui, merci. Merci de nous inviter dans ce forum. Effectivement, côté SNCF, la décarbonation, ça date déjà un petit peu. L'électrification, on a la moitié de nos trains, plus de la moitié qui sont électrifiés, et on a prévu une sortie du diesel en 2035. Donc on est vraiment dans ce schéma de décarbonation et on avance dans ce sens. Alors la mobilité du quotidien, c'est assuré par les trains. Moi, à chaque fois que je vois un TER qui arrive ou un RER qui arrive et qui décharge 400 ou pour les plus gros RER 1200 personnes toutes les 5 minutes, on se dit ça fait 12 000, 15 000 voitures en moins qui vont être dans le centre-ville, puisque les trains arrivent vraiment dans le centre-ville, et c'est là que c'est vraiment intéressant pour décarboner. Alors après, pour encourager encore plus les gens à prendre le train, parce que ça a été dit ce matin, mais dans ce contexte de décarbonation, notre défi, nous, c'est de faire x2 en 10 ans, parce qu'il y a vraiment une urgence. Moi, j'ai bien aimé ce matin, quand on a dit, en 90, on parlait d'environnement, c'était un peu nice to have, c'était bien de parler d'environnement. Après, on a parlé de développement durable, c'était pas mal aussi, mais on ne sentait pas que ça allait nous changer nos habitudes du quotidien. Et puis, on a commencé à parler d'urgence climatique. Et puis là, on s'aperçoit, dès qu'on ouvre la radio, que non seulement il y a des urgences climatiques, mais on ne parle plus des ours sur la banquise, on parle des inondations, on parle de... L'impact climatique sur les voies ferrées est de plus en plus important. On en tient compte parce que ce sont des voies qui peuvent être endommagées, ça peut être des caténaires qui sont endommagés. Donc l'urgence climatique, elle est là. Et non seulement on est conscient du problème, mais en plus... on est conscient qu'il faut aller vite. Donc il y a une double prise de conscience. Et nous, dans ce contexte, on se dit, finalement, le seul mode de transport aujourd'hui qui est capacitaire et qui émet peu de CO2, c'est le ferroviaire. Alors le ferroviaire, on a des cycles longs, donc changer les modes énergétiques. On a des trains beaucoup plus propres qui vont arriver. Les trains diesel, on a dit fin 2035, mais à partir de 2000, on a nos premiers trains hybrides qui roulent en ce moment, et à partir de 2025, 2023 pour l'hybride en série, 2024 pour les trains batterie. Ça a été expliqué ce matin, l'électrification frugale, c'est majeur, puisque le premier cas qui a été appliqué, c'est pour faire la liaison Aix-Marseille. Et là, on a divisé par 5 les coûts d'infrastructure et la durée des travaux de manière remarquable. Et ça, c'est les transports du quotidien. C'est arriver immédiatement à pouvoir faire de plus en plus de transports de personnes décarbonés. Alors, donner aussi envie aux gens de prendre le train alors qu'ils ne le prennent pas. Pourquoi ils ne le prennent pas ? Parce que souvent, comme vous le disiez, c'est le dernier kilomètre. Donc, ça, il faut arriver jusqu'à la gare. Voilà, il faut arriver jusqu'à la gare. Il faut soit pouvoir avoir un moyen de transport mobilité douce, trottinette, vélo. Donc on commence à mettre des garages à vélo de plus en plus. On travaille sur rendre les parkings plus accessibles pour les gens qui ne peuvent aller qu'en voiture à la gare. Et puis aussi, on développe des expérimentations. Alors je vais juste prendre quelques minutes pour en citer une. Expérimentation qui est en cours dans la Sarthe, autour de Montval-sur-Loire. Alors Montval, c'est déjà une très belle gare, on a plus de 40 trains par jour. Par contre, dans un rayon de 100 km², on a des villes qui sont à 5 ou à 10 km de la gare, et là, il n'y a aucun moyen de transport. Il n'y a pas de bus. La seule façon de rejoindre la gare principale, c'est la voiture. Et ce que l'on a développé comme expérimentation, c'est de développer un système de navettes. Alors aujourd'hui, les navettes, c'est des navettes électriques, routières, avec des chauffeurs, mais l'objectif, c'est de se projeter un peu plus loin et d'imaginer des navettes qui seraient sans chauffeur. Et les personnes qui prennent l'abonnement TER ont le droit de réserver une place avec une appli qui est un système de réservation de trajet, pour les derniers kilomètres, pour faire les 5 derniers kilomètres et arriver jusqu'à chez eux.
Et ça marche vraiment Il faut super. il faut que cette navette soit décarbonée. Ah ben, elle est Peut-être électrique. à Oui, l'hydrogène. c'est une navette Peut-être. électrique. Peut-être hydrogène. Je continue le premier tour de table. Monsieur le maire, le vrai. Oui, bien sûr. Vous avez fondé Safra, vous construisez des... c'est vrai que l'hydrogène, c'est encore un peu controversé. C'est une vraie solution de décarbonation pour demain ? Avec les problématiques qui rejoignent un peu celle du biogaz, hein, comme disait monsieur... Alors absolument, nous considérons que c'est une très belle solution parce que l'hydrogène permet de faire un roulage vraiment zéro émission. Si vous voulez faire un roulage zéro émission avec un véhicule de transport public, donc un véhicule qui est lourd, hein, une fois qu'on a mis 100 personnes dans un autobus, ça fait quand même 20 tonnes. Hein, voilà, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc l'autobus électrique, finalement, ne peut avancer que grâce à une batterie. Mais dans ce cas, il en faut vite beaucoup. Hein. On parle de 15 fois la batterie de la Zoé, quand on veut électrifier un autobus aujourd'hui. Et donc le recharger derrière, beaucoup de complexité autour de ça. Il y a une autre solution, effectivement, qui est de faire l'électricité tout au long de la journée. Et ça, l'hydrogène le permet, effectivement, en stockant un peu d'hydrogène dans le véhicule, une trentaine de kilos, on va effectivement passer à travers un appareil qui s'appelle une pile à combustible qui va produire des électrons. On mélange. Là, il va falloir que vous vous souveniez de votre cours de 5e. De l'H2, de l'O2, ça fait de l'électron et ça fait de la vapeur d'eau. Voilà. Donc on recrache cette vapeur d'eau à la chaussée et effectivement, tout au long de la journée, on va produire en zéro émission du courant électrique qui va être utilisé dans le moteur du véhicule. Voilà le pari que nous avons fait il y a maintenant quelques années chez Safra, où nous avions volonté de construire un autobus. Nous connaissions très bien le matériel de transport public depuis très longtemps, puisque notre métier historique consiste à prolonger leur durée de vie, que ce soit des autobus, des tramways, des métros, et puis maintenant des trains. Mais nous avons décidé effectivement de prendre cet axe stratégique en complément de ce marché de la rénovation, en construisant de A à Z un véhicule. Donc ça, évidemment, c'est passionnant d'un point de vue industriel pour les ingénieurs que nous sommes dans l'entreprise, mais en faisant un véhicule zéro émission, on donne beaucoup de sens à notre métier. Et ça, c'est formidable. Mais votre véhicule, il est zéro émission, mais l'hydrogène, il n'est pas zéro émission. C'est ça toute la controverse de l'hydrogène, je crois. Alors, l'hydrogène, il y a plusieurs manières de le produire. Il y a une manière qui n'est pas géniale. Vous prenez du méthane, CH4, effectivement, on va, à partir de ce CH4, produire de l'hydrogène. C'est ce que font les grands gaziers, Linde, Air Liquide, principalement pour l'industrie pétrolière. Effectivement, cette méthode a l'inconvénient de cracher du CO2, donc elle n'est pas vertueuse. Beaucoup de CO2. Beaucoup de CO2, oui. Donc en mobilité aujourd'hui, en France, en Europe, si on veut être soutenu par l'État, par l'Europe, il faut utiliser de l'hydrogène décarboné. Et cet hydrogène décarboné, on le fait à partir d'eau, H2O. Et dans H2O, avec du courant électrique, on est capable de produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Voilà ce qui se fait de plus en plus. Donc ensuite, toute la question est la provenance du courant électrique qui permet de faire cet hydrogène décarboné. En France, on peut le raccorder au nucléaire qui émet peu de CO2. On parle alors d'hydrogène décarboné. Ou alors on le met derrière un incinérateur, on le met derrière une éolienne. C'est ce qui est actuellement en train de se faire à Auxerre. On le met derrière des champs photovoltaïques. Gilles Manuel, vous traitez un autre sujet qui est extrêmement important, c'est celui du transport de marchandises. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de la mobilité en ville et ça a été beaucoup traité, sauf que celui du transport de marchandises, non. Et sauf celui-là, il explose en ville et je crois que vous avez une solution. Tout à fait. Je remercie effectivement d'avoir invité un représentant du transport de marchandises. Je vais donner quelques éléments de contexte pour permettre aux uns et aux autres de se rendre compte des enjeux sur ce sujet, marchandises en ville. On a réussi à faire baisser l'usage de la voiture pour l'usage de déplacement des personnes depuis plein d'années avec tout ce qui est en train de se passer. Et parallèlement avec l'accélération du rythme des flux, il n'y a plus de stock en magasin. Donc là où les magasins étaient livrés il y a encore quelques années, 1 ou 2 fois par semaine, ils sont livrés quotidiennement, avec moins de flux, mais quotidiennement. On a eu e-commerce qui a explosé et on a les services rapides qui ont aussi explosé. Donc en fait, on a un essor très fort du déplacement lié à la marchandise. Donc il y a un effet ciseau qui était vertueux côté des personnes et qui est vicieux aujourd'hui du côté des marchandises. Donc à partir de là, nous on a essayé, en sachant que les élus en plus n'ont pas la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la donnée existe, tous les transporteurs ont la traçabilité, mais il n'y a pas une collectivité française qui est capable de vous dire sur mon territoire la marchandise va de tel point à tel point. Parce que c'est des données, c'est un sujet qu'on a un peu mis sous le tapis, parce que c'est un peu le secteur privé, même si c'est entre guillemets, parce que les principaux transporteurs français sont SNCF via Géodis et Géopost via toutes ses filiales. Donc c'est privé,
sans l'être complètement, mais en tout cas c'est un sujet qui n'est pas traité et qui est souvent, parce qu'il est compliqué, mais il n'est pas forcément si compliqué que ça. Toujours est-il que nous on a voulu agir sur ce secteur en termes d'innovation plus d'organisation. On a une innovation technologique, on a un bateau entrepôt à propulsion électrique qui navigue dans Paris pour déposer des vélos cargo, pour livrer le dernier kilomètre. Avec nos vélos cargo, on prend jusqu'à 250 kg de marchandises par départ. Et la limite du vélo cargo, c'est le rayon de projection. Donc au-delà de 3 km de rayon de projection, on perd en productivité, on perd en intérêt dans le modèle économique. Et donc l'idée de rapprocher l'entrepôt du point de destination permettait au vélo cargo de faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on livre pour un opérateur quotidiennement 10 arrondissements parisiens, pour un opérateur de fourniture de bureaux, et chacun de nos vélos va livrer entre 600 et 700 kg au jour. Donc on fait exactement le travail d'une camionnette. La différence, c'est que la masse du véhicule qu'on utilise, elle pèse 100 kg. Donc vous pouvez prendre un véhicule électrique, camionnette vertueuse, ou au gaz, ou biogaz, ou hydrogène, il pèse 1 tonne, minimum 1 tonne. Donc en fait, là, c'est vraiment une innovation par l'organisation qui répond à la problématique de la fluidité sur le territoire, de décarboner le modèle. Je précise également qu'on est sur un modèle, quand on parle de vélo, on parle beaucoup d'auto-entrepreneurs. Nous, c'est un modèle salarié. C'est fait partie aussi du modèle de responsabilité sociale, de se dire on assume l'acte de transport pour nos clients et on crée un modèle qui est vertueux à long terme d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Vous m'aviez donné les chiffres d'augmentation du transport de marchandises en ville. On est à peu près à 25% depuis la crise du coronavirus, mais on était déjà à un rythme de 7% par an. Oui, c'est ça. On est sur une tendance dans le monde du colis de 6-7% par an et qui avait été plus forte précédemment. L'effet Covid a encore créé un effet d'accélération. Ouais. Et aujourd'hui, ça représente 30 à 40% des pollutions en ville liées au transport. 30 à 40% donc, la marchandise, de la pollution en ville. C'est ça. D'accord. Monsieur Vock, vous, j'ai une question d'emblée provocatrice. Ça commence bien. On n'attendait pas forcément une compagnie pétrolière pour parler de décarbonation, justement. C'est intéressant. Vous parlez de Total ou de Total Énergie, là? Maintenant, vous vous appelez... Non, mais votre question est pertinente parce qu'effectivement, je pense que tout le monde a ça en tête. Mais ça me permet justement d'aborder le sujet de façon un peu plus globale. Vous avez dit, et ce sont les chiffres, la mobilité, le transport, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il faut qu'on sache que la mobilité, les besoins de mobilité dans le monde vont croître. Donc ce n'est pas moins de mobilité, c'est plus de mobilité par la croissance démographique, par la croissance économique. Donc effectivement, et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que cette mobilité, aujourd'hui, c'est 25% des émissions dans le monde, c'est 90% issus du pétrole. Donc ça, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Donc effectivement, quand on veut décarboner la mobilité, il s'agit de réfléchir à comment transformer cette mobilité demain. Et je crois que c'est tout ça, on doit se prendre en tant que société. J'ai entendu dans les témoignages là qu'on voit bien qu'on parle d'usage. Pourquoi la livraison est gratuite chez Amazon? Est-ce qu'on met dans le coût de la livraison son externalité? J'ai entendu parler de ça ce matin. Donc on doit se transformer en tant que société, collectivement. Et je pense que c'est ce que je voulais exprimer par cette boutade de Total Énergie. Ce n'est pas une boutade, c'est notre nouveau nom. Il y a un S à Total Énergie. Pourquoi? Parce que cette décarbonation, nous sommes convaincus qu'elle va se faire par l'ensemble et la combinaison des solutions et non pas par une seule solution. Donc Total Énergie, c'est plusieurs énergies. C'est effectivement du pétrole, c'est du gaz, parce que c'est ça l'écosystème énergétique mondial aujourd'hui. Mais ça va être de plus en plus de l'électricité d'origine solaire, d'origine éolienne. Ça va être de l'hydrogène, ça va être du biogaz. Parce que tout ça, il faut se mettre dans un horizon de temps. Je pense que vous changez vos locomotives tous les 30 ans. Vous changez un avion tous les 25 ans, vous changez un camion tous les 12 ans, vous changez un véhicule tous les 11 ans. Donc cette mobilité, elle doit se transformer graduellement. Et c'est bien en proposant l'ensemble de ces énergies qu'on va arriver à faire cette transition ensemble. Parce qu'il faut s'occuper de la mobilité aujourd'hui et il faut préparer l'avenir. Donc je pense que c'est tout à fait la raison pour laquelle je pense qu'il est pertinent d'inviter un énergéticien qui ne fait pas que du pétrole, qui fait l'ensemble des énergies à ce forum sur la décarbonisation de la mobilité. Mais alors justement, vous avez entendu tout à l'heure M. Chrétien s'exprimer justement sur les problématiques de biogaz, M. Le Maire également sur l'hydrogène. Un groupe comme Total Énergie, comment on peut répondre un petit peu à cette réflexion sur comment produire du gaz de façon vertueuse? Alors, je pense qu'effectivement, il faut regarder les choses de deux manières. Il y a la production d'énergie, puis il y a la demande d'énergie. Donc, quand vous demandez à produire du biogaz,
Total Énergie est effectivement capable, puisque nous avons nous aussi, nous sommes le leader français du biométhane, des méthaniseurs. Donc nous sommes capables de venir donner des conseils et proposer des solutions techniques aux besoins du client, parce qu'in fine, c'est quand même le client, par ses usages, qui décide de l'énergie qu'il veut utiliser. Donc oui, nous sommes capables de venir accompagner, que ce soit dans le biogaz, que ça peut être dans l'hydrogène, puisque nous avons la ville du Mans. Nous avons une station d'hydrogène, la ville du Mans, le premier bus de la ville du Mans roule à l'hydrogène qui est proposé par Total Construit Energy. par Safra, le bus. En plus. Donc, et demain, il y en aura d'autres. Donc tout ça, c'est. Vous avez vu sur la promenade une voiture qui roule à l'hydrogène. Donc on est bien impliqué dans ces choses-là. Monsieur Chrétien, vous voulez dire quelque chose à ce propos ou non? Je voudrais revenir quand même sur un autre sujet, c'est le numérique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique et comme des solutions de mobilité. On parle du MaaS, vous savez, cette solution d'application qui permet de faire de l'intermodalité et donc d'avoir une nouvelle expérience de mobilité. Est-ce que ça, c'est une solution qui est intéressante pour une ville de la taille de Vesoul ou pas ? Alors justement, on entend beaucoup des exemples sur des métropoles, sur des grandes agglomérations où il y a des transports très massifiés. Et les problématiques ne sont pas les mêmes quand vous avez 21 habitants au kilomètre carré. Et que depuis le début de cette table ronde, on parle d'accompagner les déplacements. On ne parle pas de modifier le comportement des gens. Vous l'avez dit, est-ce qu'il faut réduire le chiffre d'affaires d'Amazon et que les gens reviennent dans une librairie pour acheter un livre ? C'est comme les kiwis, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut interdire aux gens d'aller sur le marché de la ville-préfecture toutes les semaines parce qu'on produit du CO2 ? Je ne pense pas. Donc le vrai sujet, c'est en milieu rural, comment on fait quand vous avez le commerçant qui fait 150, 200, 300 km dans la journée avec son petit camion pour vendre ses fruits et légumes et puis ses chaussettes, est-ce que lui pourra se payer un camion à hydrogène pour éviter à la fin de sa journée d'avoir envoyé dans l'atmosphère 50 tonnes de CO2 ? Est-ce que c'est sa préoccupation première ? Je ne sais pas. Mais là, il y a aussi un vrai sujet. Il y a le sujet de comment on décarbone les transports du quotidien en milieu rural. Je ne vous rappellerai pas l'épisode des Gilets jaunes quand la taxe carbone a explosé et que vous avez quelqu'un qui habite à 40 km de son lieu de travail et qui tous les matins doit prendre sa vieille Peugeot, ou sa vieille Renault, ou sa vieille Volkswagen ou diesel parce qu'il n'a pas les moyens de décarboner l'économie. Donc il y a aussi ce sujet-là. Mais c'est le sujet que je vous pose. Est-ce que le numérique peut répondre à cette problématique ? Parce que la problématique du CO2, c'est aussi dans le monde rural. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de zone blanche. Parce que pour qu'il y ait du numérique, il faut qu'il y ait de la 4G. Et qu'il y ait de la 4G partout. Et ça n'est pas encore le cas, en particulier dans ces zones où il y a moins de 20 habitants au kilomètre carré qui n'intéressent pas les opérateurs. Et où ce sont les collectivités locales qui doivent se payer les propres pylônes pour que ces gens, qui sont des Français comme les autres, puissent avoir accès à ces fameux outils numériques. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore un grand travail à faire pour que chaque citoyen soit égal par rapport à ces offres, ces solutions, qui sont sans doute une solution. Mais revenons toujours au concret, à la vie quotidienne de tous ces Français, qu'ils soient en plein centre de la capitale ou à 60 km. Vous savez, Vesoul, c'est loin. Alors quand vous habitez à 40 km de Vesoul, c'est encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est aussi une réalité. Madame, oui, je peux juste réagir. Oui, bien sûr. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Et nous, on a vraiment à cœur, côté SNCF, de travailler d'abord dans les territoires. Et justement, ces expériences de mobilité, elles prennent tout leur sens dans les territoires. Je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure, là, parce qu'il y a une appli. Donc, la réservation de son parcours, elle se fait par une appli qui a été lancée. Et ça marche super. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une zone rurale. Et les personnes réservent leurs courses. Et on n'était pas certain d'avoir autant d'adhésion et d'enthousiasme. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de bien connaître les attentes des villes, des communautés, et d'essayer de se câbler. Je vais donner 2 exemples, c'est-à-dire que nous, notre première priorité, c'était de dire il faut qu'on arrive à connecter ces personnes qui n'ont pas accès à la gare au train, pour qu'ils puissent prendre le train. Et il faut qu'en réservant leur place dans la première voiture, qui est une voiture collective, il y a 8 places, qu'ils soient sûrs qu'ils aient leur train derrière. Donc ça marche bien, sauf que c'est surtout le matin et le soir. Et on s'est dit, la journée, on ne va pas avoir des chauffeurs qui font rien. Et donc là, on a réfléchi avec les élus à un système de course qui pourra avoir de l'intérêt.
Et donc, on emmène des personnes âgées au marché, on fait des parcours scolaires. Il y a des activités scolaires où les parents ne pouvaient pas emmener les enfants le mercredi après-midi ou certains soirs. C'est les chauffeurs qui le font. 600 personnes qui se sont inscrites en 2 mois. Et pour des activités multiples. Donc, je pense que l'appli, elle est essentielle. Elle est au cœur de tout. Et tout le monde n'y aura pas accès. C'est vrai que certaines tranches de population, les plus âgées, et encore, le smartphone, ça date d'il y a 2007 et tout le monde s'y met. Je reviens sur le MAS, du coup, parce que vous parlez d'appli. Le MAS, c'est quelque chose sur lequel la SNCF a essayé de s'appuyer justement pour résoudre cette problématique du dernier kilomètre. Ça n'avait pas été un franc succès, je crois. A essayé. Alors, on s'y applique avec beaucoup d'efforts. On a un Français sur 4 aujourd'hui qui a l'appli SNCF, soit pour des recherches d'itinéraires, soit pour des réservations de parcours. Donc, je pense que je ne dirais pas que c'est pas je ne vois pas pourquoi vous dites que ce n'est pas un franc succès, parce qu'en fait, je dirais que... Je pensais que vous étiez revenu sur ce modèle, en fait. Vous étiez sorti du modèle MAS. Non, il faut qu'il y ait plus... Non, c'est-à-dire que le modèle MAS, je pense qu'il n'est pas économiquement durable. C'est-à-dire faire du porte-à-porte. Et il y a quelques années, on disait le MAS, ça va tout résoudre comme problème. Ça, oui. Il n'y a plus de possession, il n'y a plus de personnes qui ont des vieux diesels et qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Il n'y a plus de possession, on a juste un téléphone et puis on achète son service. Sauf que le porte-à-porte, ça ne marche pas. Et nous, ce que l'on fait, et c'est ce que j'expliquais dans le système d'avant, c'est qu'on se dit il faut qu'on reste sur du transport collectif et il faut qu'on reste sur du point à point. Les gens sont prêts à marcher jusqu'à la gare, il faut qu'ils soient prêts à marcher jusqu'à un point de rendez-vous. C'est ce que fait, par exemple, nous on travaille avec Via, qui a mis en place un système de transport collectif à New York avec des lignes de bus virtuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune matérialisation de l'arrêt. On sait juste sur son smartphone que la voiture va s'arrêter, qu'on pourra monter dedans et qu'on pourra aller là où on veut aller. Donc je pense que l'appli peut rendre plus facile l'utilisation de ces systèmes. Après, ce qui change vraiment, c'est les changements de comportement. Il faut que les gens acceptent le report modal. Il faut switcher de la voiture vers des modes plus collectifs et des transports en commun. Et puis, je pense, on l'a tous vu l'année dernière avec le Covid, est-ce que chaque déplacement est utile ? Est-ce que le télétravail, s'il est pensé même différemment, entre je suis obligé de travailler chez moi tout seul, peut-être dans ma cuisine ou dans mon salon, ou le bureau, est-ce qu'il n'y a pas une alternative avec des espaces de coworking qui seraient atteignables à pied ou en vélo ? Tout ça, c'est à repenser. Je pense que ce qui est compliqué dans les périodes de transition, c'est qu'on essaye de faire différemment comme on a toujours fait avant. Et c'est peut-être là où il faut changer les mentalités. Monsieur Manuel, le digital, c'est un levier efficace pour décarboner la mobilité ? Alors sûrement, mais je ne suis pas le bon interlocuteur, dans le sens où nous, avec nos vélos, il n'existe pas d'outil d'aide à l'outil de décision pour organiser les tournées. Nos livreurs sont les mieux à même d'éviter de faire des kilomètres en vain. Donc naturellement, ils vont optimiser leur tournée. Ensuite, les outils arriveront peut-être, mais ça changera vraiment à la marge pour ce qu'on fait. Au niveau du transport interrégional, ça amène un vrai plus sur le transport urbain en tant que tel, en mobilité des marchandises. Pour l'instant, les outils ne sont pas aboutis, donc ça amènera peut-être des choses. Pour l'instant, les retours d'infos que j'ai sur la performance de ces outils, ce n'est pas encore tout à fait la solution. Je profite d'avoir le micro pour une petite précision. La durée de vie d'un bateau, aujourd'hui, c'est entre 80 et 100 ans. Donc en termes d'investissement et de retour sur investissement, d'un point de vue impact environnemental, c'est un vrai sujet. Il faut le dire parce que la profession fluviale avait décliné. C'est vraiment quoi. Elle décline encore. D'ailleurs, on est vraiment. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fléchage d'investissement réellement pour ces nouvelles solutions. Donc voilà. Et puis la meilleure énergie qu'on utilise, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Donc d'un point de vue environnemental, il y a beaucoup à faire par l'innovation d'organisation. J'insiste, mais aujourd'hui dans une rue, dans le 8e arrondissement, vous avez 10 transporteurs qui viennent livrer la même adresse. DHL, TNT, Chronopost, FedEx. Pourquoi ? Parce que c'est l'expéditeur qui a choisi le transporteur. Et donc on se dit, à un moment donné, ils vont livrer 1,2 colis en moyenne par adresse. On se dit, un non-sens. Et c'est nos villes. Et ça... On pourrait tous justement, le numérique ne peut pas résoudre ce problème. Si, d'un point de vue technique ou d'un point de vue d'organisation, on peut le résoudre. C'est un sujet culturel, c'est un sujet de concurrence, mais qui peut se lever aussi, ou c'est un sujet de réglementation. Mais bien sûr qu'il y a un potentiel énorme d'optimisation
des déplacements pour faire baisser l'impact du déplacement lié à la marchandise, sans baisser du tout la qualité des flux de marchandises en ville. Quand on parle de masse, on parle aussi d'écosystème. Et je crois quand même qu'en matière d'hydrogène, ça c'est un vrai sujet pour vous. Est-ce que demain on peut faire de l'hydrogène vertueux sans être dans une problématique d'écosystème avec d'autres partenaires? On va en parler après avec les autres représentants. Est-ce que ça, c'est pas le vrai obstacle pour le développement de l'hydrogène, finalement? Alors il est certain qu'effectivement on est en train d'industrialiser, de développer la production d'autobus hydrogène, mais aussi d'autocars, vous savez, ces lignes régionales. Tout ça ne marchera pas si on ne dispose pas d'hydrogène. Donc voilà un sujet assez évident, mais il va falloir effectivement qu'on produise l'hydrogène et on va effectivement vouloir le produire localement. Et c'est dans un gros intérêt de l'hydrogène. Hein. Il y a une question de souveraineté derrière cette question-là. Oui. Donc on va chercher à le produire localement, donc à installer une raffinerie d'hydrogène. On appelle ça un électrolyseur. Voilà. Donc tout ça, ça va recréer aussi des emplois locaux, assurément. Hein. C'est des machines un peu technologiques quand même, donc on va les maintenir. On va devoir faire tout ça. L'autobus, pareil, ne s'entretient pas tout à fait de la même manière qu'un véhicule diesel. Donc il y a des tas de nouveaux métiers à appréhender sur ces nouvelles technologies, et c'est aussi ce qui est passionnant. Donc il y a beaucoup de choses à réinventer en matière de formation, en matière de maintenance et en matière de construction. Parce qu'avec ce type de technologie, on va aussi ramener ici en Europe une part importante de la valeur ajoutée. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait un autobus ou une voiture électrique à batterie, on a quand même un peu perdu en Europe la bataille. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, sur l'hydrogène, l'Europe a une certaine avance. On a des grands énergéticiens, on a du savoir-faire d'équipementier. Nous, dans l'autobus, on utilise une pile construite par Michelin et Faurecia en co-entreprise. Symbio, exactement. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres acteurs européens qui montent là-dessus. Donc on va ramener de la valeur ajoutée et ça c'est très important. On a peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre sur la batterie. Monsieur Vogt, justement, on parle d'écosystème. Pour vous, l'écosystème, c'est le modèle économique justement pour décarboner la mobilité? Oui, j'en suis convaincu. Tout à l'heure, je parlais de système énergétique mondial. Je pense, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? C'est de l'énergie, c'est un producteur d'énergie. Ce que nous sommes, et de quelle énergie il produit. Donc, c'est les infrastructures. Il faut distribuer cette énergie, il faut l'apporter. C'est le sujet des bornes de recharge. Est-ce qu'il faut, entre les bornes et les véhicules, lesquels en premier? C'est la technologie. Il faut des gens qui investissent dans la technologie d'usage de cette énergie. Donc, c'est les constructeurs automobiles, c'est les batteries. Et puis, il faut un client. Il faut un client parce qu'in fine, on peut avoir les plus belles énergies, les plus belles technologies. S'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à adopter cet usage, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut avoir autour de la table, sur ces nouvelles énergies, créer un écosystème qui réfléchit ensemble à l'ensemble du système pour le faire évoluer globalement. Et pour que ça marche, il faut que cette énergie, in fine, pour que le client l'adopte, il faut que cette énergie elle soit disponible. Donc il faut la produire, et il faut la produire, et je reprendrai ce que vous avez dit sur le transport de voyageurs, il faut la produire à grande échelle. La décarbonation, ça ne peut pas être que des POC, enfin que des single proof of concept. Il faut être capable de produire de façon industrielle et massive pour être capable de décarboner l'ensemble de notre écosystème. Donc elle doit être disponible, elle doit être abordable, ça pose la question du coût, et là aussi il faut des économies d'échelle. Elle doit être sûre. On parle d'hydrogène, mais il faut que l'énergie soit démocratique. Il faut que tout le monde puisse utiliser un véhicule hydrogène sans se poser la question si c'est dangereux ou pas. Et enfin, elle doit être verte, entre guillemets. On peut avoir des voitures électriques. En France, oui, vous avez parlé de l'électricité nucléaire, mais ce n'est pas vrai dans l'ensemble de la planète. L'électricité est encore majoritairement produite de façon carbonée par le charbon. Donc il faut aussi que cette énergie soit décarbonée de cette façon. Et je me permettrai de rajouter une dernière dimension à ces écosystèmes, et on en a vu tout à l'heure à l'heure du déjeuner. Il faut des startups, mais il faut aussi des grands groupes, et les deux doivent travailler dans cet écosystème, parce que les startups ont peut-être les idées et l'agilité, mais il faut être après capable de passer à l'économie, enfin à scaling up à l'échelle industrielle qui permet effectivement de faire évoluer les écosystèmes. Donc oui, j'y crois foncièrement. Et Total Energy, on est dans chacune des 4 dimensions, producteur, distributeur,
technologie, vous avez parlé excusez-moi, des batteries. Nous avons créé une société l'année dernière avec Stellantis et Daimler, Mercedes-Benz nous a rejoint cette année, donc, qui s'appelle ACC, et qui a l'objectif de fournir 10% des batteries en Europe à l'horizon 2030. Donc, voilà le type d'écosystème qui se crée. C'est la seconde bataille de la batterie qu'on a évoquée tout à l'heure. On va peut-être conclure parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Monsieur Chrétien, je vous donne peut-être le mot de la fin. Il y a eu un mot quand même qui a été évoqué, je ne sais pas si je peux le traduire par la démobilité, la mobilité la moins carbonée, c'est celle qu'on n'utilise pas. Enfin, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre lorsque on vient de l'agglomération de Vesoul? C'est le fond du problème. Je vais revenir à Rob tout à l'heure. Il a raison aussi. C'est que la transition écologique, on ne la fera pas sans un changement des comportements. Vous l'avez dit, si c'est faire autrement en continuant comme avant, eh ben on tournera en rond. Et donc ça veut dire que cette affaire, elle repose sur nous. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller faire le trajet pour rien? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des fruits quand c'est pas la saison? Est-ce qu'on a besoin de choses aujourd'hui? Moi, vous savez, ma grand-mère, elle me disait, t'en as envie, mais est-ce que t'en as vraiment besoin? Réfléchis un peu. Et il faut souvent écouter les grands-mères parce qu'elles ont souvent raison. Et je crois que c'est ça le fond du problème, c'est que la transition écologique, il faut se dire, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelle solution vous apportez justement à vos administrés pour répondre à ça? Parce que vous parlez quand même d'une révolution de mentalité sur cette approche de la mobilité. Mais parce que si on continue parce que moi, quand j'ai une voiture individuelle, si j'en ai envie, je le fais. Mais justement, alors, si j'en ai envie, oui. Mais quand on est maire de Vesoul, peut-être que, je reparle de courage, ça veut dire qu'il faut des efforts pour se remettre en cause. Les élus se remettent en cause. Il faut que les citoyens aussi se remettent en cause. On a trop souvent l'habitude de rejeter la responsabilité sur les autres, et en particulier sur les élus, qui ne font pas assez, etc. Mais la transition, c'est une affaire de comportement individuel. Et c'est l'addition des comportements individuels qui fera qu'on aura une transition écologique efficace. Et je voulais aussi vous parler de la massification. Nous, on a un souci parce que nos charges fixes sont beaucoup plus importantes dans les petits réseaux des petites collectivités locales. Et les entrepreneurs privés ont beaucoup moins envie de bosser avec nous parce que leurs coûts fixes sont tellement élevés que la rentabilité du réseau est beaucoup plus faible. Donc on a aussi une inégalité entre les grands réseaux qui bénéficient des investissements les plus performants et des plus petits réseaux qui sont beaucoup moins rentables lorsqu'on veut investir dans la transition écologique. Madame Denot, vous voulez dire un mot? Oui, juste, moi je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'on nous a quand même dit, Rob a insisté là-dessus tout à l'heure, urgence climatique. Il faut aller vite. Quand on parle de neutralité 2050, lui il nous dit c'est 2030-2035. En termes industriels, c'est demain. Alors moi ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui on a tous une conviction, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin du cycle de l'énergie pas chère, carbonée. Et on essaye tous de démarrer des nouveaux cycles. C'est des paris. On fait un pari sur l'hydrogène, un pari sur le biogaz, un pari sur les batteries. Les phases de transition, ça va prendre du temps. Moi, ce matin, j'ai regardé la traduction du mot de transition. C'est dit passage d'un état à un autre, en général lent et graduel, avec un état intermédiaire. C'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Non, on a dit qu'il fallait aller vite. Donc, comment on fait? Le mot, c'est révolution. Voilà. Alors, moi, je redirais, mais là, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, c'est que nous, la conviction qu'on a côté SNCF, c'est que dans les 10 ans qui viennent, le pari, c'est d'inciter au report modal. Ça, avec des changements de comportement. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille sur des solutions d'avenir, sur de l'hydrogène, sur des batteries, mais on se dit, à court terme, il y a 2 axes prioritaires, c'est compétitivité, baisser les prix, baisser les coûts, rendre le train plus accessible, plus facile d'utilisation, et améliorer la qualité de l'offre aussi, parce que c'est les clients qui choisissent. Et on n'ira pas que dans des directives d'imposition, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. L'énergie, c'est la vie. Nous en avons tous besoin. Et elle est source de progrès. Alors aujourd'hui, pour contribuer au développement durable de la planète face aux défis climatiques, nous avançons ensemble vers de nouvelles énergies. L'énergie se réinvente. Et ce chemin des énergies, c'est le nôtre. Notre ambition est d'être un acteur majeur de la transition énergétique. C'est pour cela que Total se transforme et devient Total Énergie.
Ouais, c'est pour le monsieur. Pour le monsieur, c'est lequel? Ouais, c'est monsieur là. Monsieur anglais. So I give you this one for the English one. Okay? You're welcome. C'est bon, c'est bon. Ben, je le vois. Je vais donner la parole à Billy Thalheimer, cofondateur de Regent, et ensuite à Romain Vincent, cofondateur de Electric 55 Charging, pour 2 keynotes inspirantes. Billy, vous avez la parole. You have the word. Yeah, you can. Hello. This one works. I'm Billy Thalheimer, co-founder and CEO of Regent. Regent's here because we build sea gliders. Sea gliders are all-electric hybrids of boats and planes for high-speed, zero-emission regional maritime mobility. And we're here because we're supporting this effort to electrify transportation as part of this ecological transition that this conference champions. Let's look at how people move in France today. Every year, there are 20 million ferry passengers that go through the French ports, about 500,000 of them in Nice. On the airline side, there are about 8 million passengers that are going from coastal airport to coastal airport, flying on gas-guzzling commercial planes, making all that noise, spending all that energy and emitting fuel to climb up to altitude on routes that could be serviceable by boats, but can't be serviced by boats because boats are too slow. And this is a critical issue for Nice because about half of those passengers, 3.2 million of them, go through Nice Airport. This is the opportunity that sea gliders target because together these 28 million passengers in France emit about 1 trillion kilograms of carbon dioxide. It is a huge problem and therefore a huge opportunity. As I said, Regent builds sea gliders. Sea gliders are a new sort of vehicle. They're a kind of vehicle called a ground effect vehicle. They look like flying boats, and they stay low to the water at all times for dock-to-dock transportation over water. Sea gliders fly in ground effect, and we've all experienced ground effect on commercial planes. It's those couple seconds right before you land where the gusts die away and everything gets quiet. And that's because the air under the wings gets pressurized against the ground. And flying on that pressurized cushion of air, similar to a hovercraft, is what makes that flight so efficient. Sea gliders stay in this, and efficient flight for electric vehicles is very important because of the limited range of today's electric aircraft. Sea gliders can actually double that range because it's so efficient. And so now we can do 300 kilometers at up to 300 kilometers an hour with existing battery technology. And because we use existing batteries, it means we can, and Regent is, building these vehicles today. The future that Regent's working for is actually a multimodal future. This isn't just about sea gliders. Est-ce que vous pouvez éteindre les autres micros, s'il vous plaît? Merci. This isn't just about sea gliders. This is about realizing a multimodal transportation future where all of these electric vehicles, electric aircraft, electric cars, trains, buses, and of course sea gliders can be co-located at docks, co-located at coastal airports, share the charging infrastructure, and make this transportation system possible. Let's look at what a route might look like. I can hop in my electric car now, drive down to Nice Airport where a sea glider dock is installed. I'll board my sea glider like I do a ferry. Once I'm a few hundred meters away from the dock, I'll rise up onto hydrofoils. If you're familiar with the America's Cup or with the e-foil flying surfboards, you'll know that hydrofoils are underwater wings that lift the vehicle up out of the water on stilts, providing very efficient, very quiet, very maneuverable mobility in harbor.
We'll hydrofoil through the harbor, being able to avoid sort of the crowded harbors and waterways, and take off onto our wings, again, always staying within a wingspan of the water, so about 2 to 10 meters as we proceed en route. Let's say we're going to Corsica, we can do that route in under an hour, and the ticket price is under 50 euros, and of course, we've emitted 0 emissions on the entire trip. This is what we at Regent are working to achieve, and we're here today because it's opportunities like the Nice Transition Forum where we can get this started. It's truly an ecosystem that's required. We need the local regulators, the port operators, the airports, the docks. We need the technology providers, Regent and the other electric vehicle companies. We need the operators, the airlines, the ferry companies, all to work together to build this all-electric multimodal transportation future. It's actually a lot closer than we think, and we're excited to start the conversation today. Thank you. Thank you. Thank you, Billy Thalheimer, the Regent. Romain Vincent, c'est vous qui avez la parole. Vous êtes donc Bonjour, merci. cofondateur de Electric 55 Charging. Exactement. Bonjour à tous, merci de l'accueil. Electric 55 Charging est un opérateur indépendant de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous gérons pour notre propre compte ou le compte de nos clients des bornes de recharge, j'allais dire un peu partout dans le monde, mais surtout essentiellement en Europe, notamment dans des concessions de constructeurs automobiles, mais aussi dans le cadre de notre propre réseau que nous construisons depuis 2013. La société a été d'abord baptisée Plus de bornes, et avec notre expansion un peu à l'international, en 2017, lors d'une augmentation de capital, on a profité pour donner un nom un peu plus international. Je suis personnellement ingénieur en informatique et électronique, et j'ai commencé ma carrière dans le groupe EDF, chez Enedis précisément. Ça s'appelait ERDF à l'époque, et j'ai pu me bâtir de solides convictions sur les enjeux environnementaux, notamment liés à la mobilité et à l'usage des énergies fossiles. Et c'est dans ce chemin-là que j'ai souhaité finalement mener ma pierre à l'édifice et créer le premier opérateur indépendant de recharge, avec un modèle économique qui à l'époque était complètement fou, mais qui aujourd'hui est un peu le standard du marché. C'est simplement le fait qu'on finance des bornes de recharge et on se rémunère sur le fait que les gens les utilisent. Donc en fait, on a une obligation de résultat parce que notre rémunération est directement corrélée au fait que les infrastructures soient d'une part utilisées et de l'autre qu'elles fonctionnent. Donc ça a été les pierres les fondatrices de notre succès, parce que ce modèle un peu responsabilisant a été identifié par un certain nombre d'acteurs, et petit à petit, il y a des grands groupes type Nissan, Renault, le groupe Bolloré et certains autres de grands groupes qui sont venus chercher nos compétences, et aujourd'hui, ce qui fait que pour la première fois depuis 8 ans, on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez dire, c'est pas beaucoup pour une start-up au bout de 8 ans, mais c'est aussi le signe d'un décollage pour nous. Le marché, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on a pu connaître il y a 8 ans. Et aujourd'hui, on s'inscrit dans des rails en fait, d'une ambition un peu nettement plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que naïvement, au départ, on pensait trouver sur le marché les compétences, les solutions techniques, que ce soit logiciel ou software ou hardware, nécessaires à faire notre métier d'opérateur et notre modèle économique. Mais en fait, ça n'existait pas, et ça n'existe pas toujours pas vraiment. Et la maturité n'est pas parfaite, quels qu'en soient les acteurs. Et ça nous a obligés finalement à construire et à innover depuis 8 ans, brique par brique. Et on a toujours eu à cœur finalement de se positionner sur des logiques long terme, et je vais citer 2 exemples qui à mon avis illustrent bien ces propos. Le premier, c'est notre participation au projet porté par Enedis encore, qui s'appelle Avenir, qui vise en fait à anticiper et à mesurer l'impact de la généralisation des bornes de recharge. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ma vision à long terme, c'est qu'il y ait des bornes de recharge de partout, et que finalement chaque place de parking soit un lieu de recharge pour les nouvelles mobilités au sens large. Donc dans ce projet à venir, on expérimente des choses assez intéressantes, comme la possibilité de recevoir finalement des ordres directement de la part du réseau pour nous informer en temps réel
de l'état et de la qualité de l'électricité. Vous savez que l'électricité, ça se stocke mal et qu'il y a des enjeux de maîtrise de l'énergie. Il faut toujours essayer de consommer ce qui est produit et d'être dans quelque chose de proche de l'équilibre. Les bornes de recharge deviennent finalement un levier à la transition énergétique extrêmement pertinent, c'est-à-dire que je fais simple, mais en temps réel, en fonction de l'augmentation des consommations, mais aussi un nuage qui passe devant le soleil et finalement une baisse de production au niveau local sur les panneaux solaires, et directement, techniquement, aujourd'hui, on a prouvé qu'on était capable d'ajuster la consommation sur les bornes de recharge afin d'avoir un rôle d'acteur sur la maîtrise de l'énergie et sur la généralisation finalement d'une part des bornes de recharge, mais aussi des énergies renouvelables et intermittentes. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour nous parce qu'on considère que finalement notre métier, c'est de contribuer à cette transition écologique et énergétique. Et la mobilité, pour nous, est vraiment un levier extrêmement important. Et le deuxième sujet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, donc là c'est un peu une exclusivité, c'est la première fois qu'on en parle, on vient de recevoir le financement de la part de BPI et de la région Sud pour une subvention pour financer un projet lié à l'utilisation des intelligences artificielles dans notre métier, avec l'idée de dire qu'aujourd'hui, il faut des ressources X pour gérer par exemple 1000 bornes de recharge. On pense qu'il ne faut pas 1000 fois plus de ressources pour gérer 1 million de bornes de recharge. Et pourtant, il va falloir... ou disons que l'équation, je peux la formuler dans l'autre sens. Si on si on a besoin de 1000 fois plus de ressources pour gérer 1 million de bornes de recharge qu'aujourd'hui 1000 bornes de recharge, on ne va pas y arriver. Il va y avoir des problèmes de logique économique, il va y avoir des problèmes de dimensionnement. Et nous, on pense que l'intelligence artificielle est un vrai sujet pour simplifier et performer sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui a permis de convaincre les financiers de nous accompagner, c'est le jeu de données qu'on dispose déjà accumulé depuis 8 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux.